Bon, si vous le voulez bien, on va commencer le deuxième débat, donc qui a pour titre l'intelligence artificielle dans nos vies. Donc, je vais vous présenter nos participants. Nous aurons d'abord le plaisir d'écouter Julie Gaillot, qui est co-directrice, hein, c'est ça, à l'Institut CSA. Et l'Institut CSA a fait pour ce débat, pour ce colloque, un sondage auprès des Français, auprès d'un échantillon de Français, sur l'intelligence artificielle. Donc elle va nous donner les résultats de ce sondage. Et ensuite, nous aurons un débat ensemble avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est chercheur en intelligence artificielle, président du comité d'éthique du CNRS. Et puis, à sa droite, vous avez Michel Lutz, qui est, alors c'est en anglais, hein, Group Data Officer, c'est ça? Yes. Du groupe Total. Yes. D'accord. Et puis, David Giblas, qui est directeur de l'innovation, c'est du français, là, de la mutuelle, on peut dire que c'est une mutuelle, Médéric, Malakoff Médéric. Voilà. Donc, nous allons parler concrètement des effets de l'intelligence artificielle dans nos vies. Mais d'abord, je donne la parole, alors je ferai ça avec Christophe Alix, ici présent, qui est journaliste à Libération, qui est un de nos très bons spécialistes économiques et du monde numérique. Donc, je lui cède la parole. Merci Laurent. Nous écoutons Julie Gaillot. Voilà. Voilà, alors donc Julie, vous avez réalisé ce sondage pour France Inter et Libération sur la perception de l'intelligence artificielle par les Français. Et donc, en quelques mots, peut-être pour planter le décor de ce débat, est-ce que d'abord les Français connaissent l'intelligence artificielle? Ils en ont entendu parler et qu'est-ce qu'ils en perçoivent aujourd'hui? Oui, on a donc réalisé ce sondage et il est plein d'enseignements qui sont très surprenants. Le premier, c'est l'incroyable familiarité des Français avec ces questions d'IA. Et on a quand même 94% de Français qui nous disent avoir entendu parler d'intelligence artificielle. Ça, c'est une première chose. Et dans ces 94%, vous en avez 54% qui nous disent voir très bien ce dont il s'agit. Donc ça fait quand même un Français sur deux qui dit, en tout cas qui a le sentiment d'être au fait de ces débats. Et c'est vrai aussi que quand on soulève un petit peu le capot, c'est-à-dire quand on leur dit oui, mais bon, dites-moi un peu c'est quoi l'intelligence artificielle pour vous, eh bien ils arrivent à vous donner pas mal de contenu. Ils nous parlent d'algorithmes, ils nous parlent de simulation de l'intelligence humaine, ils nous parlent de programmes d'apprentissage. Donc finalement c'est assez varié, c'est assez complet, ils sont capables de nous restituer les mots-clés de l'intelligence artificielle. Et aussi, on leur a demandé, vous vous sentez comment quand on vous parle d'intelligence artificielle? Et là aussi, c'est très intéressant, puisque la première chose qui leur vient, c'est de la curiosité. Ce sont essentiellement des sentiments positifs. Et après, dans un second temps, vient l'inquiétude et des sentiments qui sont plus négatifs. Alors c'est normal, hein. Voilà, on sent qu'il y en a certains qui sont un peu pris de vertige à l'aube de cette révolution qui s'annonce, parce que clairement, pour eux, c'est une révolution. Pour 80% d'entre eux nous disent que c'est une révolution, même titre qu'Internet, et que ça Si va importante qu'Internet, oui. Voilà. Et que ça va avoir lieu là, tout de suite, maintenant, c'est-à-dire dans les 10 ans à venir. Donc, normal, ça suscite pas mal de craintes, pas mal d'angoisse, mais aussi un formidable intérêt. Et on a un peu ce mouvement de balancier dans l'opinion entre des Français qui ont très bien compris, à titre individuel, les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer en termes de simplification de la vie quotidienne, notamment. Ils ont bien compris que ça pouvait leur être utile pour leur santé, pour gérer leur maison, pour conduire leur voiture. Donc tout ça, c'est assez clair. Il y a une vraie opportunité sur le plan individuel, mais en revanche, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a de vraies craintes, et qui sont cette fois-ci des craintes macro, collectives, sociétales. Ils nous parlent de menaces sur l'emploi, de menaces pour la démocratie, de menaces pour la protection de la vie privée ou encore de menaces pour les relations entre les gens. Et c'est vrai que se dessine un peu le spectre d'un scénario apocalyptique avec une société déshumanisée,
avec de la destruction d'emplois. On a un actif sur 2 qui pense qu'à terme, son emploi pourra être effectué par une machine. C'est vraiment égalité, hein, je crois, 48-52. Voilà, 48-52, c'est moite-moite sur l'avenir du travail à l'ère de l'IA. Donc, ils sont assez partagés là-dessus. Et vous avez même tout ce qui est les scénarios un peu à la Terminator, hein, qui sont très présents. On voit que ça a profondément marqué l'imaginaire collectif. 43% des Français nous disent que c'est possible que les robots prennent le pouvoir sur les êtres humains. Donc ça fait quand même 4 Français sur 10. Donc on voit qu'il y a des craintes qui sont réelles et qui sont très fortes. Mais ça n'empêche pas les Français, aujourd'hui, de vouloir continuer à avancer. 46% d'entre eux nous disent qu'il faut encore aller plus loin en matière de développement de l'IA, versus 45% qui vont nous dire que bon, c'est pas mal, on va s'arrêter là comme on est aujourd'hui, et 8% seulement revenir en arrière. Mais vous avez quand même donc la moitié des Français, ils sont vigilants, ils ne sont pas naïfs, mais ils souhaitent quand même aller plus loin. Et dans cette moitié de Français, vous avez davantage d'hommes, vous avez davantage de diplômés du supérieur, vous avez davantage de cadres ou encore de franciliens. Ça veut dire qu'il y a certaines catégories de population qui restent un peu en retrait et qui regardent le train passer. Parmi ces catégories de population, c'est intéressant de voir qu'on a davantage de jeunes. Nous, spontanément, on s'est dit, bon, les jeunes, ils vont être super enthousiastes vis-à-vis de l'IA. Pas tant que ça. Ils figurent parmi les moins enthousiastes par rapport au développement de l'IA. Pourquoi ? On entend beaucoup de choses sur les millennials, une génération hyper agile, etc. Mais il n'y a pas que des millennials parmi les jeunes. Ces jeunes, c'est une catégorie de population qui est très fragile quand on les regarde dans nos sondages. C'est une catégorie de population qui exprime des craintes réelles par rapport à leur avenir, qui a peur de vivre moins bien que leurs propres parents. Et du coup, dans ce contexte, ils envisagent l'IA essentiellement sous le biais de la destruction d'emplois que ça pourrait constituer. 68% des 18 à 24 ans nous disent qu'à terme, leur futur emploi pourra être effectué par une machine. Donc du coup, on voit qu'ils expriment beaucoup de réserves. C'est intéressant parce qu'on parle des générations à venir et ça pose la question de comment les embarquer dans ce train à grande vitesse de l'IA, comment faire aussi parce que ça pose de vraies questions, de vrais sujets de société en termes éthiques, en termes politiques, en termes sociétals. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour tous ces enseignements très riches de ce sondage, donc exclusif pour Libération et France Inter, et où on voit d'ailleurs que donc les avis sont assez partagés. Hein. Alors Jean-Gabriel Ganassia, donc l'intitulé de ce deuxième débat, hein, c'est l'IA dans nos vies aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, de la manière dont les gens, concrètement, dans leur vie, commencent à percevoir l'intelligence artificielle dans leur imaginaire collectif et dans leur réflexion aujourd'hui par rapport à leur situation d'humain qui pourrait peut-être connaître une évolution dans les prochaines années avec toutes ces découvertes? Je voudrais tout d'abord dire que je ne suis pas sociologue, donc il m'est difficile de savoir comment les Français, les femmes et les hommes de notre société perçoivent l'intelligence artificielle. Je n'ai pas d'éléments empiriques là-dessus. En revanche, je suis scientifique, chercheur, spécialiste d'intelligence artificielle, et ce que je peux dire, c'est que l'intelligence artificielle est déjà dans nos vies. Elle l'est, ne serait-ce que parce que, j'aime à le répéter souvent, hein, le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, qui ne sont pas à proprement parler de l'intelligence artificielle, et de l'hypertexte. Et l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire qui a été conçu en 1965 avec des techniques d'intelligence artificielle et qui a été publié dans une conférence d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, on peut continuer. Hein, les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Le web sémantique, c'est de l'intelligence artificielle. Les robots dont on nous parle, que ce soit les robots dans les usines ou les robots domestiques, hein, c'est de l'intelligence artificielle. Les bots, hein, par exemple, les enchères haute fréquence, hein, ce sont des agents intelligents qui utilisent de l'intelligence artificielle. Hein,
la reconnaissance des formes, la reconnaissance des visages, la reconnaissance de la parole avec vos téléphones portables, la reconnaissance des empreintes digitales. Hein. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle pénètre nos vies. Et puis, bien sûr, les grands acteurs de l'Internet qui fabriquent des moteurs de recherche ou qui conçoivent des réseaux sociaux. On va voir tout à l'heure, il y en a aucun qui va nous parler de Facebook. Mais ils utilisent l'intelligence artificielle. Alors, non seulement, par exemple, pour les moteurs de recherche, parce qu'ils en ont besoin pour faire des recherches, mais aussi parce que le modèle économique, qui est celui de ces grands acteurs, repose entre autres sur de l'intelligence artificielle, sur le fait qu'on va essayer de proposer, de faire de la publicité ciblée, de proposer à chacun ce qui lui convient. On est dans des sociétés où il y a une profusion de biens de consommation et il faut essayer de susciter le désir. Et pour ça, on essaye de collecter les goûts et de les identifier. C'est un exemple, mais bien sûr, nous en trouverions vraiment beaucoup d'autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'intelligence artificielle... On vit déjà dans l'intelligence artificielle. Voilà, on vit dedans. Quand on dit c'est le futur, c'est d'abord le présent. Après, bien sûr, on peut se demander qu'est-ce qu'il y aura en plus de ça. Et puis, ce qu'il faut voir, et je crois qu'il faut rajouter, c'est que cette société s'est transformée. Il y a eu, on pourrait dire, une forme de réingénierie des objets quotidiens. Par exemple, ici, j'ai une montre connectée. Alors, c'est une montre, elle donne l'heure, mais elle fait plein d'autres choses que donner l'heure. J'ai un téléphone portable dans ma poche, ça s'appelle un téléphone. Étymologiquement, ça voudrait dire que j'appelle, mais en fait, on fait bien d'autres choses et on ne téléphone plus tellement avec un téléphone aujourd'hui. Et puis, on peut continuer. Un vélo aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs qui vont se rajouter au vélo, qui feront que ce ne sera plus tout à fait un vélo. Une voiture, on dit souvent qu'aujourd'hui, c'est un ordinateur sur 4 roues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement dans la voiture un moteur, des pneus, une carrosserie, mais il y a aussi de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des assistances au parking, des régulateurs de vitesse. Et donc tout ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Et puis on peut aller plus loin. La société elle-même s'est transformée. Et les notions qui sont centrales dans la société, par exemple, la notion d'amitié avec les réseaux sociaux s'est transformée. La notion de réputation avec l'intelligence artificielle s'est transformée. La mauvaise réputation dont parlait Georges Brassens aujourd'hui, ça devient une mauvaise réputation qui se calcule avec des algorithmes. Et puis ensuite, on peut continuer. Donc, le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, à mon sens, est transformée par l'intelligence artificielle. Bon. Merci. On a avec nous deux hommes d'entreprise également. Moi, je veux leur demander simplement, qu'est-ce qui change dans vos entreprises d'abord? Est-ce que ça modifie complètement les techniques que vous utilisez? Et deuxièmement, est-ce que ça modifie le travail ou la sécurité de l'emploi? Puisqu'on dit que la moitié des emplois risquent d'être affectés. Est-ce que chez vous, c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y a des emplois affectés ou pas encore? Ou au contraire, est-ce que l'entreprise se développe grâce à l'intelligence artificielle? Je vais déjà poser le cadre, après on rentrera un peu plus dans des exemples très spécifiques, mais juste poser le cadre général de comment ça se passe actuellement chez Total sur ces sujets. Donc déjà, il y a une fantastique accélération de tous ces usages. Je pense notamment, il y a deux grands facteurs que j'observe. Le premier, c'est que on est convaincu et on voit que c'est pas du gadget, en fait, c'est pas juste du buzzword. Nous, on expérimente, on voit très bien qu'avec toutes ces technologies liées à l'intelligence artificielle, on est capable d'améliorer notre performance opérationnelle, on améliore la sécurité et la fiabilité de nos opérations, on se rend compte qu'on arrive à baisser nos coûts, et globalement, on se rend compte que c'est un élément plutôt positif de transformation des façons de travailler. Donc, il y a pas mal de termes qui a été évoqué en première partie de humain augmenté. Donc nous, on travaille beaucoup sur cette notion de collaborateur augmenté, c'est-à-dire comment avec ces algorithmes, on apporte la bonne information au bon moment avec un traitement de valeur ajoutée qui peut être porté par un algorithme. Donc ça, on en est convaincu. Et en fait, si on en est convaincu, c'est pas c'est pas juste par conviction, mais c'est parce que c'est expérimenté et que finalement chez nous, c'est un peu ce que vous disiez, c'est pas demain, mais en fait, l'IA, en partie, c'est déjà hier, puisqu'on a déjà un ensemble d'applications de routine qui se basent sur des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, quelques exemples, notamment, déjà depuis les années 80, on utilise ce qu'on appelle des systèmes experts. Donc, c'est pas aujourd'hui ce qui est l'état de l'art en termes, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle
dans les termes à la mode, mais c'est quand même une des branches de l'intelligence Vous les artificielle. employez pour faire quoi alors? Pardon. Donc système expert, ça a été développé dans le milieu de l'oil and gas pour faire de l'assistance dans la prospection pétrolière, dans l'assistance au forage, dans l'assistance à l'interprétation de mesures. Donc ça, c'est des choses qui ont été très déployées dès les années 80. Ensuite, sur la partie données, puisqu'aujourd'hui, quand on parle effectivement d'intelligence artificielle, on est plus sur de l'exploitation massive des données. Ça, c'est qui est quelque chose au cœur, vraiment dans notre ADN, notamment sur les applications géosciences, puisque, si vous savez, quand on veut connaître ce qui se passe dans le sous-sol, c'est que par la donnée qu'on est capable de le faire. Il faut qu'on remonte des données, des gros volumes de données de nos sous-sols, et on a un ensemble d'algorithmes qui nous permettent de modéliser, de simuler l'activité de notre sous-sol et de savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Donc ça, c'est des choses qui sont très développées. C'est pour ça qu'on a... Au début, il y avait les avions renifleurs, c'était déjà de l'intelligence artificielle, ça, non? Notamment, c'est ce qui nous a, cette exploitation de la donnée, c'est ce qui nous a amené à avoir donc Pangea, qui est le premier supercalculateur privé européen. Donc on a cette expérience du calcul haute performance. Et on a aussi un ensemble d'applications qui embarquent depuis les années 90 des méthodes qui sont relatives à l'apprentissage statistique, donc des différentes méthodes, notamment des réseaux de neurones, donc pas profonds, mais des réseaux de neurones qui sont déjà utilisés dans nos applications de routine. Donc ça, c'est pour l'historique, et te dire qu'on a cette culture de l'IA et de l'utilisation de l'IA dans nos process qui est déjà bien ancrée. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement technologique, un changement scientifique qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qui change? C'est qu'aujourd'hui, on a quand même un état de l'art scientifique qui ne cesse d'évoluer, donc on a des algorithmes beaucoup plus puissants. Donc, effectivement, tout à l'heure, on a parlé du deep learning qui marche très bien pour certains cas d'application, mais on a aussi d'autres algorithmes qui viennent de l'apprentissage statistique, pas forcément des réseaux de neurones, mais qui marchent très bien dans certains cas de figure. Donc, ce qui est génial, c'est que tout ça aujourd'hui, c'est très très disponible. On a tout ce monde de l'open source qui finalement fait en sorte que tout ça, il suffit d'aller le chercher sur le web. On a une bonne partie de l'état de l'art scientifique qui est complètement disponible. On vit aussi ce qui est un grand accélérateur. On vit dans un monde numérique. Aujourd'hui, on digitalise tout. Donc on a de plus en plus de données. Ça coûte de moins en moins cher de les stocker. Et finalement, tous ces algorithmes, les principes scientifiques, même sur le deep learning, sont connus depuis assez longtemps. Donc les travaux de M. Lequin, il y a des choses qui fonctionnaient déjà dans les années 90, qui étaient très très puissantes pour la reconnaissance d'images, mais ce qu'il fallait, c'est qu'il faut beaucoup de données pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a toutes ces données à disposition, et ça nous permet effectivement d'aller vers des cas d'usage nouveaux. La puissance de calcul aussi qui est de plus en plus disponible. Donc voilà, donc tout ça, ça nous permet d'aller plus loin sur les usages un peu historiques de l'intelligence artificielle que je citais tout à l'heure, mais aussi avec cette baisse de coûts et cette culture de l'open source, ça nous permet d'aller explorer des usages nouveaux en fait. Donc maintenant chez nous, l'intelligence artificielle, c'est pas que pour les géophysiciens, que pour les personnes qui exploitent des raffineries, mais c'est quelque chose qui peut servir le quotidien de tout le monde. Ça peut être utilisé pour les ressources humaines, pour les achats, et c'est ça qui est assez fantastique, c'est comment ça se diffuse partout aujourd'hui. Merci. Alors, David Giblas, vous qui travaillez chez Malakoff Médéric, on a vu dans le sondage, je crois que la première attente des Français et le premier bienfait supposé de l'intelligence artificielle allait se passer dans le domaine notamment de la santé. Donc, c'est votre domaine chez Malakoff Médéric. Comment qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment vous commencez à travailler sur ce sujet de la santé, augmenter, ou en tout cas analyser avec l'aide de l'intelligence artificielle? Je dirais presque qu'on faisait de l'IA sans le savoir, en fait. Pour reprendre une formule, le métier de l'assureur, c'est de faire des modèles de prédiction sur le futur, sur la base d'événements passés. Voilà, donc ça, c'est notre métier, c'est le métier donc de base de l'assureur. Donc travailler sur les données, travailler sur la prédiction, c'est des fondamentaux qu'on utilise et qui font partie donc de notre quotidien. Avec, je pense qu'un sujet très important pour moi, c'est cette culture de la responsabilité dans l'utilisation des données. Voilà, donc ça, c'est pas nouveau et c'est pas l'IA qui provoque un questionnement profond sur l'éthique et la responsabilité des données, puisqu'en tant qu'assureur, d'autant plus donc assureur santé et prévoyance, on a une responsabilité bien sûr extrêmement forte, et l'IA, on n'a pas entendu l'IA pour se poser ces questions. Je pense qu'en termes de déploiement, comme je le disais, ces techniques donc de machine learning, donc
Donc on les utilise bien sûr dans le domaine de la santé, sur des sujets donc assez concrets en matière de prédiction, donc autour de cas de prévention, que ce soit des préventions primaires, des préventions secondaires, également dans l'orientation des soins. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très très important. Ce n'est pas toujours facile pour se repérer dans notre système de soins. Donc on a des algorithmes qui permettent, donc, en fonction des caractéristiques de l'individu et des caractéristiques médicales, de proposer des orientations dans le système de soins. On fait pas mal de choses autour de l'absentéisme. Donc prédire l'absentéisme dans l'entreprise, donc c'est un sujet extrêmement important. Donc ça, ce sont des choses que nous sommes capables de faire bien évidemment aujourd'hui. Après, des choses plus classiques pour un assureur, mais j'ai pas voulu commencer par ça. Bien sûr, la lutte contre la fraude, bien évidemment, même si on en faisait déjà auparavant. Je pense que des nouvelles techniques d'apprentissage nous permettent de faire des choses beaucoup plus performantes. Et puis des choses peut-être plus nouvelles pour nous assureurs, c'est travailler sur des modèles donc de fidélisation, voilà, des clients, chose qui n'était pas forcément très pratiquée jusqu'alors et qui nous permettent de faire des choses extrêmement efficaces dans l'entreprise. Alors juste peut-être me permettre sur quelques remarques sur le sondage, donc, parce que du point de vue industriel, je pense que la réalité parfois est assez trompeuse. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez la maturité de nos entreprises dans la transformation numérique, parce que quand on dit donc intelligence artificielle, on dit données, on dit numérique. L'Europe publie régulièrement l'index, vous le suivez peut-être, on est à la 16e position sur 28 États membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de diffusion de la culture numérique, de l'utilisation des technologies de l'information, nous sommes en 16e position, tiré par un facteur qui est le niveau de maturité et de déploiement de ces technologies dans nos entreprises. Donc derrière le déploiement de l'IA, quoi qu'on dise, va passer par un déploiement du numérique. Et je pense que si on ne résout pas ce sujet-là très très rapidement, on va créer une sorte de désert de l'intelligence artificielle où il y aura les très grands groupes qui ont la capacité d'investir sur ces sujets-là, parce que ça demande quand même des investissements extrêmement importants en termes de technologie, en termes de compétences, et peut-être des petites entreprises et moyennes entreprises qui n'auront pas ces capacités-là. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Et donc il y a un vrai sujet d'inégalité d'accès à ces technologies, je pense qu'on en parle très peu, c'est des sujets qu'on regarde de près, parce que je pense qu'on doit apporter une réponse à ces entreprises sur ce sujet-là. J'ai une question un peu candide, mais qu'est-ce qui vous empêche, comme vous avez les données sur les individus, donc, et probablement sur leur mode de vie et sur leurs antécédents, si vous tombez sur quelqu'un qui vous savez qu'il va tomber malade dans les 2 ans, il y a toutes les chances, qu'est-ce qui vous empêche de dire, écoutez, non, avec vous on est sûr de perdre de l'argent, donc on ne vous prend pas? Alors, j'ai plusieurs réponses à ça, donc j'aurais dû commencer par ce qu'on J'entends dans la salle, ils le font déjà. Parce qu'on ne fait pas. C'est vrai ça? Donc en fait, alors déjà on ne le fait pas parce qu'on a un assureur collectif, donc on assure les employés des entreprises. Voilà, donc première chose. Donc on n'assure pas individu par individu au sein de l'entreprise. Voilà, donc c'est quand même déjà, je dirais, un garde-fou dans cette course à la personnalisation, donc des modèles de sélection et de tarification. Après, je pense que c'est une question de valeur. Nous, très nettement, on a pris le parti d'aller chercher de la valeur qui bénéficiera à la fois donc aux personnes, à nos clients et à une entreprise comme Malakoff Médéric. Nous, la valeur, on est beaucoup sur le prédire pour prévenir et non pas le prédire pour punir. Voilà. Et punir, ça sera une sélection. Mais il y a des mécanismes qui vous empêchent de le faire, parce que vous êtes certainement quelqu'un de très humaniste et d'altruiste, mais on sait parfois que les entreprises ont des impératifs de rentabilité, donc elles sont obligées de prendre des décisions parfois désagréables. Oui, mais déjà, en fait, donc, il y a quand même heureusement la CNIL qui est là, qui nous autorise à faire certaines choses et d'autres pas. Comme je le disais, donc, un assureur donc, a comment dirais-je, une réputation qui a un impact extrêmement fort sur son métier. Si on rentrait donc, dans des sélections extrêmement personnelles, des tarifications extrêmement personnelles, je pense qu'on aurait du mal à survivre dans ce marché extrêmement concurrentiel. On ne fait pas de sélection médicale chez Malakoff Médéric. Donc pas de sélection médicale. Donc ça veut dire qu'on part sur des modèles de prédiction par groupe, par cohorte, et à partir de ça, on essaye de prédire au mieux le risque de cohorte et non pas d'individus. Et je pense que ça, c'est important. Donc je pense qu'on s'est donné un certain nombre je dirais de contraintes. Donc on parle beaucoup de chartes éthiques de l'utilisation de la data, mais je pense qu'il y a plus grave, selon moi, c'est chartes éthiques de l'utilisation de l'IA. Voilà. Surtout si on passe de modèles prédictifs à des modèles de prescriptifs, automatiques. Donc imaginez demain qu'un algorithme va vous sélectionner ou pas et va vous donner un prix ou pas sur une assurance santé ou sur un crédit, par exemple, bancaire. Donc on a pris le parti de débrayer les modèles prédictifs, les modèles prescriptifs automatiques. Donc il y a un humain qui reprend systématiquement ces modèles. C'est un choix parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on l'a évoqué dans le débat précédent, il y a un sujet d'explicabilité de ces algorithmes. Aujourd'hui,
même si ce ne sont pas tout à fait des boîtes noires, c'est extrêmement complexe d'expliquer le résultat de ces algorithmes. On pourrait le faire. D'ailleurs, la DARPA n'a pas entendu donc, ces questions au niveau de la France pour lancer un programme il y a quasiment maintenant 1 an et demi. En France, on a Transalgo, peut-être une initiative que vous connaissez, donc menée par l'INRIA, sur justement l'explicabilité des algorithmes. Et ça, c'est un sujet extrêmement important pour nous, parce qu'on veut être certain de pouvoir expliquer le résultat de nos algorithmes avant de déclencher un certain nombre d'actions. Je me tourne vers le président du comité d'éthique du CNRS. Vous pensez que ces garanties qui viennent d'être énoncées sont suffisantes ? Je pense que l'engagement de certaines sociétés est tout à fait respectable. La question, c'est est-ce qu'elles pourront tenir ces engagements sur le long terme ? Est-ce qu'il n'y a pas des pays où d'autres sociétés se comporteront différemment ? Alors, si on lit un livre qui a été écrit, que vous connaissez tous, qui a un très beau titre, Weapon of Mass Destruction, de Cathy O'Neil, elle nous explique qu'aux États-Unis, l'utilisation massive d'algorithmes prédictifs a eu un effet extrêmement prédateur, justement parce que les entreprises ne se sont pas toutes pliées à ce type de charte éthique. Et donc, dans beaucoup de secteurs, ça peut être le secteur des assurances, par exemple, mais ça peut être le secteur scolaire, ça peut être les universités, la détermination du tarif d'inscription dans les universités. On a fait une utilisation massive des systèmes prescriptifs avec des effets qui sont extrêmement délétères. Je vais donner un exemple qu'elle cite, qui est très intéressant dans les assurances. Elle dit que certaines compagnies ont établi la prime d'assurance en fonction du risque d'accident. Alors, au départ, on se dit c'est pas mal, mais simplement, on s'est rendu compte que le facteur le plus déterminant pour ça, c'était le code postal, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Alors la question qu'on peut poser aujourd'hui aux compagnies d'assurance, c'est-à-dire en fonction du quartier, en fonction du quartier, oui, c'est ça, en fonction du quartier, c'est ça que ça veut dire. Oui, donc c'est non seulement discriminant, mais c'est surtout discriminatoire. Mais on a vraiment besoin d'une intelligence artificielle pour ça ? Peut-être pas, on a besoin d'utiliser. Enfin, ce sont je veux dire, des systèmes prédictifs, tout simplement. Alors, bien sûr, la question qui va se poser dans le futur, c'est est-ce qu'on sera capable d'avoir des critères éthiques sur lesquels on va fonder l'utilisation de ces techniques d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fatalité, mais je pense que ça ne va pas être extrêmement facile. Alors c'est vrai, quand on discute avec des assurances, ils se disent pour des raisons éthiques, effectivement, on ne va pas aller jusqu'à la personnalisation, mais en même temps, quand on discute vraiment avec eux, il y a quand même une inquiétude qui s'est fait jour dans un certain nombre de compagnies d'assurance. Et donc, je pense que moi je trouve que l'engagement que vous avez mentionné est tout à fait respectable. Je pense qu'il faut continuer, mais ce qu'il faut, c'est arriver à se donner les moyens de respecter ces engagements. Et pour ça, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une réflexion collective sur la société dans laquelle nous voulons rentrer et sur les aspects éthiques. Alors, vous avez mentionné quelque chose, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'aspect explicabilité. Je pense que c'est tout à fait central, c'est-à-dire que ces systèmes prédictifs, alors ça peut être dans le domaine, bien sûr, de l'évaluation du risque, mais ça peut être aussi dans le domaine médical, avec le diagnostic médical. Je pense qu'il faudra vraiment, absolument, arriver, une fois qu'un diagnostic est fait, une fois qu'une prédiction est faite, savoir sur quels critères on s'est fondé pour arriver à la comprendre et pour que ce soit des hommes qui décident en dernière analyse en fonction de ce qu'a donné la machine. La machine sera là pour éclairer, mais ce n'est pas la machine qui prendra de façon opaque la décision. Et aujourd'hui, cette explicabilité, on en a parlé aussi dans le premier débat, elle a l'air quand même de poser problème. On parle parfois du phénomène des, entre guillemets, boîtes noires, alors qui ne seraient pas forcément complètement des boîtes noires, mais enfin, en tout cas, de la difficulté pour un raisonnement humain de comprendre exactement les tenants aboutissants d'un modèle prédictif, d'un algorithme. Je vais répondre en tant que chercheur. Heureusement que ça pose problème, parce qu'on a encore beaucoup de recherches à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais capable d'expliquer. Au contraire, ça fait de nouvelles pistes de recherche. Et vous avez mentionné des programmes qui existent à l'étranger. Il commence à y avoir des programmes en France et en Europe sur ces sujets-là. Et moi, je suis de ce point de vue-là assez optimiste. Mais il faudra qu'il y ait une exigence sociale. Et pour ça, il faut qu'il y ait une acculturation, c'est-à-dire qu'il y ait une demande de la société qui oblige
d'une part, les politiques à financer des recherches et qui engagent les chercheurs sur ces voies-là. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas d'obstacle majeur dans le futur à avoir une explication, mais il faut faire des recherches, poursuivre plus encore nos travaux dans ces domaines. Peut-être un complément par rapport à ça. Je pense que on va voir l'émergence d'une troisième génération d'IA, donc système expert, le modèle machine learning, deep learning tel qu'on le voit aujourd'hui, et probablement donc une intelligence artificielle explicable et éthique. Et au-delà donc d'un engagement donc de certaines entreprises, au-delà en fait de cadres juridiques à définir, et on est assez fort en France sur ce sujet-là. Je pense que la vision américaine me semble extrêmement pragmatique, puisque c'est d'introduire dans les algorithmes, de fait, des agents explicatifs, des agents vérificateurs et des agents correcteurs. C'est-à-dire que dans le code, vous allez embarquer d'autres types de codes qui vont permettre justement d'avoir une efficacité dans l'explication de ces algorithmes, dans la vérification des résultats et dans la correction des biais. Donc, et ça, c'est quelque chose dont on parle peu une nouvelle fois. Je pense qu'on parle beaucoup de la troisième génération d'AI, avec une AI qui se rapproche de l'humain, avec plus de capacité d'abstraction, de raisonnement. Donc ça, c'est super chouette. Mais on ne parle pas de cette AI explicable. Et je pense que l'Europe a un rôle important à jouer sur ce sujet-là, avec notamment donc, ce programme de recherche dont je parlais tout à l'heure de Transalgo, parce que clairement, il faut de toute façon qu'on ait une réponse, parce que donc j'ai évoqué la DARPA, mais les GAFAMI font exactement la même chose. GAFAMI, c'est les Chinois? GAFAMI, non, c'est les GAFA plus Microsoft et IBM. Ah oui, d'accord, oui, voilà. oui. Et c'est les BATX, les Chinois. Mais les Chinois font probablement la même chose sans le dire. Et en fait, donc ils ont très bien compris que le troisième hiver de l'intelligence artificielle, c'est une crise de confiance. Je crois que c'est clair. Tout le monde est d'accord pour le dire. Maintenant, comment on traite le sujet? Donc, il y a une vision française qui est plus par le juridique, une version anglo-saxonne qui est plus définition des normes de code et intégrant dans le code directement ou dans les compilateurs d'ailleurs, comme on le fait aujourd'hui sur certains sujets de sécurité, intégrons des agents qui vont nous permettre de pouvoir expliquer, de vérifier, de corriger ces algorithmes. Et je pense que c'est un sujet qui peut être aussi très important pour le futur. Donc, c'est des agents pour les usagers qui... Je voudrais simplement dire, vous opposez un peu trop rapidement le monde anglo-saxon et le monde français et européen. Nous avons un projet financé par l'ANR depuis 3 ans sur l'éthique des agents autonomes qui vise justement à introduire des prescriptions à l'intérieur des agents artificiels. Donc ce sont des choses, bien sûr, sur lesquelles les chercheurs ont déjà commencé à travailler. Oui, Michel Lutz. Oui, si je peux juste ajouter une remarque, effectivement, je trouve qu'il faut opposer ce cadre de confiance donc par des moyens juridiques ou techniques, mais après, au-delà de ça, je pense que ce n'est pas parce qu'on utilise des intelligences artificielles que ça nous empêche d'utiliser notre intelligence humaine. Et je pense que ce qui est très important, c'est de trouver les bons couplages et le bon accostage entre les deux formes entre ces deux formes de travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que une intelligence artificielle peut très certainement contribuer à l'amélioration de la connaissance humaine également. Donc nous, c'est notamment des cas sur lesquels on travaille beaucoup, puisqu'on a notamment on travaille avec beaucoup de scientifiques qui modélisent des systèmes complexes, voilà, des comportements du sous-sol, des réactions chimiques dans des raffineries, par exemple. Et ça, c'est des personnes qui travaillent plutôt avec des modèles thermodynamiques, enfin des modèles scientifiques du domaine. Historiquement, c'était des personnes qui étaient plutôt, alors je ne veux pas généraliser, mais plutôt réfractaires aux approches plutôt basées sur les données, puisque eux, ils avaient la maîtrise scientifique de leur modèle. Et il y a eu à un moment une vague où des gens qui venaient du monde du machine learning disaient tout ça c'est à jeter, nous on fait tout avec les données, on n'a plus besoin de théorie scientifique, tout vient des données. Or, je pense que ça a fait d'une part du mal au machine learning, et là, la vraie complémentarité, on la voit, c'est quand on fait travailler ces deux profils ensemble, où finalement, par l'algorithmie, par l'exploitation massive de données, on arrive d'une part à confirmer des choses que les experts connaissent donc par la donnée, donc ça c'est plutôt bien, mais aussi on arrive à apporter des hypothèses nouvelles, parce que quand un modèle de thermodynamique manipule quelques dizaines de variables, nous, on peut avoir des systèmes industriels qui remontent pour un élément de production plusieurs milliers de points d'observation avec des variables qui ne sont pas du tout intégrées dans les modèles connus des experts métiers. Et donc tout ça, on s'en rend bien compte, les projets vraiment qui sont agréables à voir, c'est quand on arrive à avoir cet échange entre les personnes qui modélisent par la donnée et ces experts du métier. Et progressivement, on voit que les deux s'enrichissent en fait. Et donc ça, c'est assez fantastique et c'est ce qu'on voit sur un nombre d'applications chez nous. Et je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller aussi. Ouais.
J'ai une autre question. Enfin, il y a encore 2-3 minutes de débat et on va donner la parole à la salle. Après, il nous restera 15 minutes. Dans vos entreprises, est-ce que l'intelligence artificielle, les robots, les algorithmes, ont détruit des emplois ou non? Alors justement, c'est une réflexion que je me faisais. En fait, au-delà des nouveaux profils qu'on a recrutés, forcément, parce que c'est des nouvelles compétences, en fait, le constat qu'on fait, c'est sur les domaines d'expertise qu'on avait, finalement, ça demande donc une expertise encore plus accrue. C'est-à-dire que ce que produisent ces algorithmes, finalement, demande une expertise encore plus élevée qu'auparavant, justement, pour traiter les dossiers, parce que l'algorithme a fait des choix extrêmement astucieux et les personnes, pour le coup, donc, doivent vraiment vérifier que c'est un cas qui s'applique. Mais est-ce que ces algorithmes ont remplacé des gens qui avant faisaient Non, ça à la alors main? justement, la bonne nouvelle, c'est que ça crée plus d'activité parce que les algorithmes ont trouvé des dossiers sur lesquels, a priori, l'entreprise passait complètement à travers. Je prends des sujets de fidélisation, par exemple. Le fait de pouvoir anticiper très très tôt des clients qui risquent de partir de l'entreprise génère une activité donc nouvelle pour nos départements marketing en relation clients, justement pour essayer d'anticiper ces départs. Ce sont des activités que nous n'avions pas avant. Je prends d'autres exemples sur la lutte contre la fraude, par exemple. Nous voyons des dossiers qu'on ne voyait pas avant. Des dossiers beaucoup plus pointus. Et donc ça demande à la fois, donc, bien sûr, une activité supplémentaire, mais également une exigence en matière de compétences plus forte que ce qu'elle était. Et je pense que la relation client aussi, c'est très intéressant, parce que tous ces modèles de prédiction génèrent des besoins d'interaction avec les clients qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc, les plateaux de relations clients rentrent beaucoup plus souvent en relation avec les clients de manière plus pertinente. Et donc, aujourd'hui, le constat, c'est à la fois il y a une augmentation de l'exigence sur certaines activités dites intellectuelles et des activités de relations clients qui ont également évolué. Donc, à ce stade-là, notre constat il est plutôt positif. Et je pense que c'est raisonnable d'avoir, enfin je veux dire c'est tout à fait naturel d'avoir des inquiétudes sur l'emploi, d'autant plus que là on parle de mécanisation de tâches cognitives, là on parlait plutôt jusqu'alors de mécanisation de tâches physiques et des emplois qualifiés seront probablement atteints. Mais je pense qu'on est plutôt dans le registre donc, de ce qu'on appelait tout à l'heure les métiers augmentés, avec donc plus d'activité, mais plus d'exigence dans ce que l'humain devra faire pour justement se challenger, comme le disait Cédric Villani, avec ces machines. Merci. Jean-Gabriel Ganassia, peut-être. Vous avez commencé votre intervention en nous expliquant que voilà, l'IA, elle était déjà là et que il y a beaucoup déjà d'outils d'IA dont on se sert au quotidien sans forcément le savoir. Il y a de nombreux débats sur la question de savoir si est-ce qu'on va passer d'une IA faible, qui serait l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, à peut-être demain une intelligence artificielle dite plus forte, qui serait dotée d'un sens commun, qui serait dotée d'une capacité contextuelle, de contextualiser les questions plus fortes. Bref, est-ce que vous croyez que finalement on peut avoir aujourd'hui des ruptures dans la progression et dans la manière dont on va être confronté à l'intelligence artificielle? Alors que l'intelligence artificielle soit amenée dans les années qui viennent à faire des progrès, ça me semble souhaitable et une évidence. Mais qu'on passe de l'intelligence artificielle actuelle à ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle forte, c'est une autre question. Alors pour ça, il faut essayer de comprendre d'où vient ce terme d'intelligence artificielle forte. Il n'a pas été inventé par des scientifiques, il n'a pas été inventé par des ingénieurs, il a été introduit par un philosophe, John Searle, dans un ouvrage où il a décrit une expérience de pensée, très belle expérience de pensée, qu'on appelle la chambre chinoise. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire dans cette expérience de pensée, que je ne rappellerai pas ici parce que ce serait un tout petit peu long. Ce qu'il voulait faire, c'était critiquer ses collègues qui étaient des philosophes cognitivistes, qui pensaient que l'intelligence artificielle, c'était un modèle de notre conscience. Et il a essayé de montrer dans cette expérience de pensée que l'intelligence artificielle pouvait faire des choses extraordinaires, mais qu'elle ne parviendrait pas à la signification, à la sémantique. Autrement dit, lui-même était un philosophe du langage, et il disait l'intelligence artificielle utilise des règles syntaxiques, mais elle n'accède pas au sens.
Et pour bien préciser les choses, il a distingué ce qu'il appelle l'intelligence artificielle faible, qui est celle des ingénieurs, pour lesquels il avait beaucoup de respect, il pensait qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Il faut savoir que lui-même a travaillé sur les actes de langage qui ont été réutilisés par des spécialistes d'intelligence artificielle pour faire des protocoles de communication entre agents. Donc il connaissait assez bien l'intelligence artificielle. Mais en même temps, ce qu'il disait, c'est que cette intelligence artificielle forte, qui était celle de ses collègues philosophes, elle, était impossible. Et puis ensuite, curieusement, un certain nombre d'ingénieurs se sont vantés. Ils ont dit, nous allons réaliser l'intelligence artificielle forte. Mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors si c'est une intelligence artificielle qui est contextuelle, bah oui, on va certainement arriver à avoir des intelligences qui seront beaucoup plus adaptées à chaque situation. Mais si c'est une intelligence artificielle au sens où la machine va prendre conscience, où elle va accéder à la signification, alors à ce moment-là, on n'a aucun élément qui nous permette de dire que c'est possible. Si ça veut dire que la machine va devenir consciente au sens où elle va éprouver des émotions, là encore, on n'a aucune raison de penser que ça se réalise. Alors, il est l'heure de passer aux questions de la salle.